présidentielle du 7 octobre au Cameroun. Sur les 27 candidatures déposées, 9 sont validées par l'organe chargé d'organiser le scrutin. La dépigmentation, un business en plein essor en Afrique, les risques auxquels s'exposent les adeptes de cette pratique dans cette édition. Puis affrontement entre policiers et pro-avortement en Argentine. Ils font suite au rejet de la loi autorisant l'avortement dans le pays. Voilà, c'était là le sommaire. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Sika TV. L'organe en charge d'organiser le scrutin présidentiel au Cameroun et l'ICAM a rendu son verdict à l'issue des travaux de la session ordinaire. Ils seront finalement 9 sur les 27 candidats ayant déposé dossier pour prendre part à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Reportage. Le verdict est tombé à l'issue d'une section ordinaire de plein droit du Conseil électoral d'Élection Cameroun qui avait pour cadre le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le président du Conseil électoral, Eno Abrams Egbe, a donc délivré la liste des candidats retenus devant une assistance composée de quelques candidats, de certains mandataires, des représentants des partis alliés à certains candidats, des hommes et femmes des médias, particulièrement nombreux pour la circonstance. Après délibération, le Conseil a arrêté à l'unanimité des membres la liste des candidats ci-après classée par ordre alphabétique. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Garga Aman Adji, Alliance pour la démocratie et le développement, ADD. Kamto Maurice, Mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Libili Nge Cabral, Union nationale pour l'intégration vers la solidarité, Univers. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Tandem, Fonds populaire pour le développement, FPD. Ndamjoya Adamou, Union démocratique du Cameroun, UDC. Ndifo Afanwi Franklin, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Aussi Joshua Nabangi, Front démocratique social, FDS. Sans grande surprise, ceux qui, avant la publication de cette liste, étaient présentés comme les figures marquantes de ce scrutin, figurent au rang des sélectionnés. Avec en tête le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Aucune femme ne figure dans la liste des candidats retenus par le Conseil électoral. Elles étaient pourtant deux à avoir fait acte de candidature. Les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel qui devrait connaître du contentieux préélectoral s'il y a lieu. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé seront bel et bien opposés au second tour de l'élection présidentielle le 12 août prochain. C'est ce qui ressort des résultats définitifs proclamés ce mercredi par la présidente de la Cour constitutionnelle. Les détails. Comme en 2013, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé seront bel et bien opposés lors du second tour de la présidentielle qui aura lieu le dimanche prochain. Selon les résultats définitifs proclamés par la présidente de la Cour constitutionnelle, le président sortant termine largement en tête du premier tour, tenu le 29 juillet avec 41,70% des suffrages, alors que des résultats provisoires annoncés la semaine dernière lui attribuaient 41,42%. Un deuxième tour aura lieu entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 332 132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. Et cette compétition, je voudrais que chacune et chacun mesure à sa juste valeur. Ceux qui ont gagné rendent grâce à Dieu, parce que pour nous, le pouvoir est d'inspiration divine, que Dieu les a aidés, mais peut-être aussi le travail qu'ils ont fait qui a été suffisant pour leur accorder cette chance. Ceux qui n'ont pas gagné aussi rendent grâce à Dieu. C'est parce que Dieu donc qui a voulu
que cette fois, ce ne soit pas leur tour. La présidente de la plus haute juridiction du pays a également déclaré irrecevable la plupart des requêtes introduites par l'opposition pour dénoncer des fraudes dans certains bureaux, faute d'avoir été déposées dans les délais et en a rejeté 3. Manassa Danioko a également retoqué les demandes de récusation qui la visaient, elle, ainsi que d'autres membres de la Cour constitutionnelle, déposées par 3 principaux candidats de l'opposition. Elle a expliqué qu'il n'existe aucune procédure constitutionnelle de récusation. En RD Congo, le président Joseph Kabila a désigné ce mercredi un candidat à sa succession à l'élection présidentielle. Son choix s'est porté sur le patron du parti présidentiel PPRD et ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Après avoir déposé son dossier de candidature ce mercredi, ce dernier a affirmé que la population a besoin de la paix. On le suit. C'est l'occasion ici, devant le peuple congolais, de remercier Dieu Tout-Puissant par la grâce qu'il nous a faite, remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour le Congo, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel. Le peuple a besoin de la paix, le peuple a besoin de la reconstruction. Il a besoin du social, c'est ce que nous allons faire et nous sommes ouverts à tout le monde. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo, libérée à Abidjan, veut ouvrir une nouvelle page et une refondation pour son parti, le Front populaire ivoirien FPI. Des propos tenus lors de son tout premier discours depuis sa libération. On l'écoute. Est tourné, hein? Amen. Aujourd'hui, toutes les choses sont devenues nouvelles, Militants et militantes, levez-vous pour la nouvelle page. Amen. Sans arrêt, on est parti et on est parti. Mon sentiment personnel, c'était qu'elle sorte de prison et qu'elle soit libérée de toute charge. Ce qui est fait actuellement. Après, s'il y a lieu de consolider l'ordonnance, il reviendra au gouvernement, à l'Assemblée nationale d'apprécier. Nos amis emprisonnés sont sortis. Je note qu'il y a des militaires qui sont là-dedans. Ce sont des citoyens ivoiriens, il faut qu'on les sorte rapidement pour que tout soit clair. Et que le jour que nos amis exilés reviendront, et que la CEI sera réformée, il n'y a pas d'obstacle que nous allions à la réconciliation. Sous forme de crème, pilule ou injection, les méthodes pour s'éclaircir la peau sont multiples. Sur le continent africain, le business du blanchiment de la peau est en plein essor. Un marché cependant dangereux pour les consommateurs par manque de réglementation. Voici le reportage. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 euros et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau. Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse.
Vous obtenez des zones plus foncées de la peau et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues. Hors de l'Afrique, au Mexique, le tribunal électoral a formellement validé ce mercredi la victoire d'Andrés Manuel López Obrador à l'élection présidentielle du 1er juillet dernier. Le candidat de gauche a remporté le scrutin avec 53,20% du suffrage. Voici les images. Andrés Manuel López Obrador est officiellement élu nouveau dirigeant du Mexique. Avec 30 110 327 voix recueillies, le candidat de gauche est élu à 53,20% des suffrages à l'élection présidentielle du 1er juillet dernier. El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Le candidat qui a obtenu la majorité des votes dans l'élection du président du Mexique, selon le décompte final de ce tribunal, est le citoyen Andrés Manuel López Obrador. Le citoyen Andrés Manuel López Obrador répond aux prérequis d'éligibilité des articles 82 et 83 de la Constitution fédérale et est ainsi nommé président élu du Mexique. De los Estados Unidos mexicanos. L'élection de López Obrador, 64 ans, marque une nouvelle ère au Mexique. Il sera le premier président depuis 1994 à bénéficier d'une majorité absolue dans les deux chambres du Parlement. Le président élu prendra ses fonctions le 1er décembre prochain. Puis en Argentine, des manifestants et policiers se sont affrontés à Buenos Aires après le rejet par le Sénat de la légalisation de l'avortement dans le pays. Ce rejet vient ainsi mettre terme aux espoirs des organisations féministes. Voici le compte rendu. Après plusieurs heures de débats houleux, le Sénat a fini par se prononcer. Les chiffres ne laissent paraître aucun doute. 31 sénateurs ont voté en faveur de la légalisation de l'IVG, 38 contre et 2 se sont abstenus. Conclusion, les Argentins sont toujours privés du droit d'avorter. Hors du Sénat, la tension monte dans les rues de Buenos Aires à la tombée de la nouvelle. Des heurts éclatent entre manifestants pro-IVG et policiers. Des incidents isolés ont éclaté après l'annonce des résultats du vote. Une poignée de manifestants pro-IVG isolés ont incendié des palettes contre une des deux rangées de grilles séparant les deux camps et lancé des pierres sur les policiers anti-émeutes. Le débat parlementaire a duré plus de 17 heures. D'après les estimations, 500 000 avortements sont pratiqués chaque année en Argentine dans des cliniques privées ou dans des conditions d'hygiène très précaires selon la situation économique. Le projet de loi avait pourtant été approuvé à la Chambre des députés le 14 juin dernier. Il avait été adopté de justesse par 100 voix pour et 125 contre. Le rejet de ce texte met ainsi terme aux espoirs des organisations féministes. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt. Au revoir.